Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV avec au sommaire ce soir notre invitée politique Sophie Cluzel, candidate La République En Marche aux prochaines régionales dans notre région. Elle est également secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Elle sera avec nous dès le début de ce Grand Direct. Il n'en reste plus qu'une seule station ouverte dans les Alpes-Maritimes, en tout cas pour les remontées mécaniques qui sont réservées aux licenciés et aux sportifs de haut niveau. C'est à Valberg. Nous irons à Valberg donc dans cette édition puisque les stations du Mercantour, elles, ont choisi de fermer leurs portes à partir de ce dimanche. Et puis, il ne connaît pas la crise. Le rosé de Provence cartonne à l'export. Des ventes en augmentation de 6% pour l'année 2020 et ce, malgré la crise sanitaire. Entretien à la fin de ce Grand Direct avec Jean-Jacques Brebant, qui est président du Conseil interprofessionnel des vins de Provence. Voilà pour le menu presque complet de ce Grand Direct. Tous nos reportages également à retrouver. Nous irons à Vintimille, à Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille. Tout cela pour voir les ravages, les dégâts que font la crise du Covid et ses répliques. Et puis, nous serons également avec Denis Carreau, le directeur des rédactions de Nice Matin, comme tous les mardis. J'allais dire mercredi, j'allais anticiper d'un jour, mais nous ne sommes que mardi. Bonsoir Éric Revel. Bonsoir Nicolas. On vous retrouvera évidemment à la manœuvre de votre édito dans cette émission. Mais d'abord, Sophie Cluzel, donc candidate au régional pour La République En Marche. Entretien donc pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette candidature. Bonsoir Sophie Cluzel, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Je le disais, vous allez mener la liste La République En Marche en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les prochaines élections régionales. Vous avez franchi le pas il y a quelques jours, vous étiez d'abord chef de file et maintenant tête de liste. L'idée, c'est de créer une dynamique ? Alors oui, tout à fait, je suis candidate, je tiens à le souligner, de la majorité présidentielle. Et donc ça, c'est important parce que derrière, avec La République En Marche, il y a tous nos partenaires que sont le MoDem, Agir, Territoire de Progrès et bien d'autres qui veulent nous rejoindre. Et également toute la société civile, puisque c'est un appel justement à candidate d'une société civile qui est au gouvernement certes depuis 2017 et qui porte haut et fort l'envie de faire de la politique autrement, de rassembler, d'unir, de fédérer toutes les compétences pour travailler au service de ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors vous avez parlé de vos partenaires il y a 2 jours, pourtant le MoDem et Agir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont semblé apporter leur soutien à Renaud Muselier qui n'a pas encore déclaré sa candidature. Les choses ont été clarifiées, vous dites ce soir que Agir et le MoDem vous soutiendront ? Complètement, ce sont nos partenaires, ils sont issus de la majorité présidentielle. Quelques personnes ont choisi d'en sortir, très bien, je respecte tout à fait les décisions de tout un chacun, mais pour autant, je réaffirme en effet que les partenaires nous soutiennent et qu'ils sont avec nous sur ce projet de candidature. Ce n'est plus un projet, c'est une candidature pour une campagne qui veut rassembler, qui veut faire de ce vivre ensemble, de cette cohésion sociale, un vrai objet de campagne pour faire de la politique autrement et ouvrir largement à la société civile cette candidature. Quelles sont les idées que vous souhaitez porter durant ces quelques mois qui vont nous emmener au scrutin du mois de juin ? Vous savez, je suis native de cette région que je connais bien, la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. Et ne serait-ce que le nom de cette région, il est très important. Pour moi, il est emblématique d'une diversité dans cette région dont il nous faut faire notre force. Mais on me dit aussi beaucoup qu'il faut beaucoup plus de proximité, que la région est trop éloignée du quotidien des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça sera une candidature vraiment qui porte un projet de proximité, de cohésion aussi des territoires. Cette diversité, il faut en faire une vraie richesse, mais aussi il faut la réunir, certainement. Et puis il faut aussi travailler sur ce vivre ensemble, sur quelque chose qui nous porte vraiment, en tout cas qui porte mon ADN depuis que je suis rentrée au gouvernement, parce que c'est le projet présidentiel que je porte, un projet humaniste, progressiste, du vivre ensemble. Je pense que les Français, et notamment les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont beaucoup souffert pendant cette crise, et je tiens vraiment à les saluer parce qu'ils ont tenu ensemble, ils ont supporté récemment encore un reconfinement, et ils tiennent bon parce qu'ils savent que c'est ensemble qu'on pourra surmonter cette crise. Et quand nous aurons surmonté cette crise, il nous faudra être prêts
pour cette relance, une relance économique, sociale, une relance qui fait de notre région ses forces, c'est-à-dire le tourisme, bien sûr, mais pas que, une richesse agricole. J'ai rencontré les agriculteurs, les viticulteurs, j'étais dans le Vaucluse, j'ai arpenté le Vaucluse, j'ai apporté les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, et nous voyons bien que cette richesse, c'est notre force. Sur le casting, si vous me passez l'expression du premier tour, il y a une menace, Rassemblement national, très haut dans les sondages. Est-ce que le fait de porter une liste La République En Marche, plutôt que de soutenir Renaud Muselier, on en a parlé pendant un moment, ce n'est pas prendre un risque ? Je crois au contraire que c'est montrer qu'il y a une alternative. Et je dis justement à tous les électeurs qu'il y a une alternative à cette partie de la division nationale qu'est le RN et aujourd'hui. Et c'est cela que je veux porter. Ce sont des valeurs extrêmement différentes. Ne pas avoir peur de son voisin, parce que c'est ça, le terreau du Rassemblement national. C'est la défiance. C'est vraiment en permanence juger l'autre. Et c'est exactement l'inverse que je porte. Donc, au contraire, je pense que c'est une force de pouvoir offrir aux habitants de la région Alpes-Côte d'Azur, offrir aux électeurs une possibilité de faire de la politique autrement et de rassembler largement. Alors, que ce soit Christian Estrosi à Nice, voire même Renaud Muselier, qui, dans son cabinet, a un collaborateur qui est désormais dans un ministère La République En Marche, il y a des élus de La République En Marche, plus que de la majorité présidentielle. Est-ce que ça ne va pas créer une forme de hiatus, là, parce que des élus sortants vont devoir choisir ? Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de s'enfermer dans une espèce de protection, dans une espèce de forteresse partisane. Aujourd'hui, nous devons travailler sur l'intérêt général. Et c'est ça que je dis à tout le monde. N'ayez pas peur, vous garderez de toute façon votre identité. Parce que c'est ça, s'enrichir de la différence. Vous savez, je connais bien, c'est un sujet que je porte depuis 4 ans, un sujet humaniste, de cohésion sociale, un sujet du vivre ensemble avec l'ensemble des différences. Et je ne demande à personne de laisser ces idées de côté, au contraire, de les amener justement pour enrichir un projet, pour enrichir un programme, parce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est extrêmement plurielle et diverse. Et je pense qu'en effet, c'est comme ça qu'il faut travailler maintenant. Alors, certains élus, notamment au Rassemblement national, évoquent votre candidature comme un écran de fumée, qui aurait déjà un accord de deuxième tour avec Renaud Muselier pour la fusion des listes. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je pense que le fait de m'être annoncé très vite, très tôt, très fort, prouve bien que ce n'est pas un écran de fumée et qu'au contraire, je suis totalement déterminée et engagée comme je l'ai toujours été. J'ai des convictions haut et fort et je les assume et je veux vraiment les mettre maintenant au service de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc vraiment, cette région, elle mérite des personnes engagées pour l'intérêt général. Et c'est cet appel que je dis. Nous devons nous lever tous ensemble pour justement combattre cette partie de la division nationale et puis dire haut et fort que nous porterons nos valeurs humanistes, progressistes et surtout, cette région, elle vaut vraiment le fait qu'on se lève tous ensemble pour elle. Donc pas d'accord pour le moment pour un éventuel second tour, ralliement, des accords de politique interne ? Alors là, par contre, je vais être très claire. Si jamais, justement, il y a un risque que ce parti de la division nationale, que le RN passe, je serai totalement ouverte et j'ouvrirai largement ma liste, justement, à toutes les personnes qui veulent combattre ce parti. Et si vous devez, vous, rejoindre une liste qui serait en position plus favorable, vous rejoindrez cette liste aussi, avec vos équipes ? Je construirai ensemble. Je pense que, justement, nous portons un projet avec des valeurs. Et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde pourra justement porter ces mêmes valeurs, dépasser ses intérêts politiques et travailler sur l'intérêt général. J'ai toute confiance dans les forces justement républicaines de cette région pour travailler ensemble. Une dernière question, Sophie Cluzel, vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. C'est un ministère important. Comment allez-vous gérer de front la campagne qui va forcément s'accélérer dans les semaines qui viennent et votre portefeuille ministériel ? Alors j'ai la chance d'être depuis 2017 dans ce gouvernement, renommé à chaque remaniement ministériel, avec des chantiers extrêmement bien engagés, avec une équipe très solide, avec surtout dans cette partie de ce quinquennat, une grande partie d'exécution, je dirais le dernier kilomètre, pour que les personnes en situation de handicap voient la différence. C'est en cours. Nous avons des grands chantiers sur la simplification, l'amélioration du quotidien des personnes et c'est comme ça que je travaille. Et je porte aussi cette politique avec les départements, avec les territoires. Donc les territoires sont très engagés et je ferai en sorte justement de pouvoir porter cette politique et cette façon de faire
au service de chaque territoire et encore plus du territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup Sophie Cluzel d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Je rappelle que vous mènerez la liste La République En Marche pour les prochaines élections. Majorité présidentielle, vous avez raison, pour les prochaines élections régionales au mois de juin prochain. Merci encore. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré en début d'après-midi. Éric, quel débriefing vous faites ? Écoutez, on élude un peu les questions sur les accords. C'est pas facile. Je pense que le sillon va être très étroit pour Sophie Cluzel et sa liste en réalité, parce que vous l'avez dit, d'un côté il y a le président sortant de la région, Renaud Muselier, et on n'imagine pas ne pas se représenter. Qu'on n'imagine pas se représenter. De l'autre côté, même si on n'a pas encore le nom officiellement pour le Rassemblement national, ce sera peut-être sans doute Thierry Mariani, on voit que le sillon est extrêmement étroit, parce que le programme que développe Madame Cluzel, avec tout le dynamisme qui est le sien et sans doute toute sa compétence, il n'est pas extrêmement différent de ce que pourront porter d'autres listes. Proximité, vivre ensemble. La question de ses alliés n'est pas tranchée. On comprend qu'elle insiste à 2 reprises sur « je ne suis pas la candidate de La République En Marche, mais de la majorité présidentielle », mais la question du MoDem, la question de... Sauf que les cadres du MoDem et d'Agir ont choisi Renaud Muselier. Ont choisi Renaud Muselier. Agir, c'est le mouvement de Franck Riester, si je ne m'abuse, oui, qui est ministre du Commerce extérieur dans le gouvernement auquel appartient Sophie Cluzel. Donc tout ça est un peu confus au niveau des alliés. Le programme, il est à la fois très large, mais pas très spectaculaire. Et puis surtout, vous l'avez posé, la question, c'est la question du second tour. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Sophie Cluzel, si elle ne devait pas arriver en tête avec sa liste, ne pas se désister en faveur de la liste Les Républicains au sens large, celle de Renaud Muselier, si celle de Renaud Muselier devait arriver en tête, ou si le Rassemblement national arrivait en tête, on ne voit pas comment Sophie Cluzel pourrait rester neutre sur ce second tour. Donc c'est extrêmement ardu pour elle, il faut saluer son courage, peut-être qu'elle expliquera plus tard pourquoi elle a été, j'allais dire, dans cette galère, en tout cas dans cette élection. Ça va être très compliqué pour elle. Elle bat la campagne, elle va sur le terrain, elle essaie de prendre le pouls des gens, mais politiquement, ça s'annonce quand même compliqué. Avec l'étiquette En Marche, Emmanuel Macron, et une notoriété finalement pas forcément au top dans notre région, parce qu'elle n'est pas élue locale. On sait que, vous avez raison, c'est peut-être un handicap supplémentaire. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a quand même la question de la tenue ou pas des régionales au mois de juin. On ne sait pas où en sera l'épidémie. Et si on n'enjamberait pas les régionales pour aller directement sur le scrutin de la présidentielle. Et la possibilité de faire une campagne normale, ça va être compliqué. Exactement, les meetings, c'est pas facile, donc c'est de la distanciation. Donc pour quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu sur le terrain, tout ça, elles sont quand même des handicaps très difficiles. Effectivement, on va suivre évidemment cette campagne sur les antennes d'Azur TV. Les candidats viendront évidemment présenter leur programme. Direction l'Italie, maintenant, on a choisi de franchir la frontière, la première ville juste après Menton, donc en Italie, c'est bien sûr Vintimille. Vintimille qui n'est pas reconfiné. En Italie, seule une partie du pays est mise sous cloche, mais Vintimille qui souffre beaucoup. Et vous allez le voir, les habitants sont comme les Français, un petit peu à bout. Claudia Olivier. Un couvre-feu de 22h à 5h du matin. Interdiction de se déplacer entre les régions, des mesures restrictives à la frontière et un confinement dans la majorité du pays. Nos voisins italiens ont durci les mesures depuis quelques semaines pour faire face à la 3e vague du Covid-19. À Vintimille, juste après la frontière franco-italienne, pas de confinement, mais ce commerçant est à bout. Enfin, c'est depuis novembre que c'est très très difficile pour nous, puisque il faut considérer que notre territoire, c'est un territoire qui vit à côté de la frontière, c'est la frontière, on vit du tourisme et on a eu la France confinée, et toutes les communes confinées, toutes les régions à côté confinées, et donc il y a tellement beaucoup de magasins que c'est très difficile de pouvoir travailler qu'avec la population locale. En Ligurie, classée en zone orange, les restaurants et les bars peuvent rester ouverts uniquement pour de la vente à emporter. Mais Andrea, qui travaille principalement avec des clients français, a décidé de fermer son établissement. Sans les Français, nous ne travaillons pas. Moi, j'ai 80% de clientèle française. Sans les Français, pour nous, c'est la mort totale.
Ouvert jusqu'à fin décembre, puis fermé jusqu'à début février, pour enchaîner ensuite sur une reprise d'activité de 10 jours avant de devoir baisser de nouveau le rideau depuis le 14 février. Les restaurants naviguent à vue et les aides financières de l'État ne suffisent plus. On a très peu, c'est très aléatoire, ils arrivent en retard, soit nous, soit pour le personnel aussi. Et chaque fois, ça change de critères. Donc, ça dépend du chiffre d'affaires d'une certaine période par rapport à l'autre. Et pour l'instant, j'ai eu, je vous dis, en 7 mois de fermeture, j'ai eu 20 000 € d'aide. Pour des raisons professionnelles ou de santé, quelques Français ont traversé la frontière. Ce matin, on a fait un test antigénique rapide. On a préparé le papier pour dire qu'on était en transit de moins de 36 heures et qu'on était frontalier. J'ai eu le test déjà, que je l'ai fait hier. Et j'ai eu aussi le vaccin AstraZeneca, donc ça s'est bien passé. La semaine dernière, en Italie, le nombre de morts a dépassé les 100 000. Les 3/4 du pays sont totalement reconfinés depuis lundi. Toute la botte sera d'ailleurs mise sous cloche pour le week-end de Pâques. Voilà une ambiance étrangement similaire à celle qu'on retrouve. Vous vouliez parler des lenteurs administratives pour les aides ? Oui, et puis les restaurants qui essayent de faire du emporté, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et puis cette particularité de Vintimille, de vivre aussi beaucoup avec les habitants des Alpes-Maritimes. Oui, puis je me faisais cette réflexion en regardant avec attention ce reportage de Claudia Olivier, c'est que, bon, nous, les restaurateurs, et à juste titre, se plaignent parce qu'ils sont fermés, mais est-ce qu'on serait plus en joie si on avait réouvert, puis refermé, puis réouvert 10 jours, puis refermé? La gestion des stocks, la gestion de la trésorerie, ce serait aussi une autre paire de manches. Donc je ne sais pas quel est le meilleur système, mais en tout cas, quand on écoute ce reportage, on se dit que c'est compliqué aussi, sans doute, pour un restaurateur, d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer, etc. Et c'est pas forcément mieux ailleurs, comme le dit voilà, l'herbe n'est pas forcément plus verte. Exactement. Nous allons nous intéresser maintenant aux stations de sport d'hiver. Vous le savez, certaines ont réussi à maintenir un semblant d'activité sur le domaine skiable en maintenant les remontées mécaniques ouvertes, notamment les réservant aux sportifs de haut niveau et aux mineurs licenciés de club. Eh bien, les 3 stations du Mercantour, Saint-Dalmas-le-Selvage, Oron et Isola 2000 ont décidé de fermer. Enfin, l'annonce a été faite. Il n'y aura plus de remontées mécaniques ouvertes à partir de ce dimanche. J'allais dire Claudia Olivier, mais non, c'est Marie Giusto qui s'est intéressée au cas d'Isola. Clap de fin pour les stations du Mercantour. La date de fermeture du domaine skiable a été fixée. Ce sera ce dimanche 21 mars. La saison 2021 est à oublier. À Isola 2000, comme dans les autres stations du Mercantour, les remontées mécaniques ont pu ouvrir mais sont restées réservées aux sportifs professionnels et aux enfants licenciés dans les clubs. Une mesure qui a un coût. Au niveau des remontées mécaniques, évidemment, ça a les coûts d'exploitation sont très importants. Il y a eu peu de recettes en face, puisque évidemment, on n'a pas pu vendre de forfait à la journée, on ne peut pas vendre nos copropriétaires qui avaient très très envie d'aller sur les pistes n'ont pas pu y aller. C'est la même chose pour les résidents. Donc seuls les clubs et les licenciés ont pu s'entraîner. Donc évidemment, il y a eu très peu de recettes. En termes de chiffre d'affaires, on est quasiment à moins 90% par rapport aux autres années. Donc évidemment, les coûts d'exploitation ont nécessairement besoin d'être réduits dans cette fin de saison. Attention, le domaine skiable ferme donc à Isola. Une compétition de snowboard est même annulée, mais la station reste accessible. Il fallait de toute façon, à un moment ou à un autre, être courageux dans la prise de décision et il fallait le faire. Alors par contre, il faut faire attention, la station reste ouverte et les gens qui ont envie de venir profiter du bon air pourront le faire, bien sûr. Les remontées seront fermées, mais elles étaient ouvertes que pour les publics autorisés. Donc les autres personnes qui viennent en vacances, qui ont envie d'air pur et de grands espaces, et ils sont nombreux, peuvent toujours venir à Isola 2000 ou à Oron d'ailleurs et profiter des autres activités, profiter d'une balade, d'air pur et de détente. Une fermeture précoce, c'est plus d'un mois avant la date habituelle qui aura aussi des conséquences économiques. Pour les commerçants, c'est pas une bonne nouvelle, clairement, évidemment, parce que ça va certainement engendrer une chute de la fréquentation, notamment les week-ends, avec les familles qui venaient précisément parce que leurs enfants avaient entraînement. C'était des familles qui consommaient sur la station et qui faisaient vivre autant les loueurs que les restaurateurs qui vendent de la vente à emporter, etc. Donc,
c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Après, la plupart d'entre eux nous sont quand même reconnaissants voilà, aux collectivités publiques d'avoir été dans cette démarche-là d'ouverture des remontées mécaniques pour les publics autorisés et dans la diversification des activités. La maire d'Isola 2000 referme tout de même cette saison 2020-2021 sur une note positive. Les 2 titres de champion du monde du skieur maison Mathieu Fèvre et la médaille mondiale de bronze d'une autre isolienne, Julia Pereira. Et donc, Annalmas-le-Selvage, Oron sont également fermés, Gréolière a fermé depuis un moment et la Colmiane également a annoncé la fermeture de ses remontées mécaniques. Il n'en reste donc plus qu'une, mon cher Eric. Il s'agit de la station de Valberg où nous allons tout de suite rejoindre Alexis Barrois qui est directeur du pôle tourisme. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites donc de la résistance, vous, à Valberg, et je crois d'ailleurs que ça vous paraît naturel de laisser à disposition des clubs et des sportifs de haut niveau, le domaine skiable ouvert. Exactement. Tant qu'on a de la neige et du monde, on reste ouvert. Financièrement, c'est pas trop lourd comme investissement pour la station ? Bon, alors bien sûr, financièrement, c'est assez lourd, mais malgré tout, on a réussi grâce à un bon travail de préparation à bien nous adapter et à réussir à maintenir un taux de fréquentation relativement élevé grâce à une clientèle fidèle. Et puis aussi, puisqu'on avait déjà amorcé une transition écologique vers un tourisme 4 saisons, donc on a beaucoup d'activités en dehors du ski alpin qui attirent de plus en plus de monde. Le ski de randonnée, les raquettes, le ski de fond. C'est vraiment des activités qui ont cartonné et qui vont vraiment rester une tendance de fond. Donc ça a permis de maintenir l'économie de la station, les commerçants, restaurateurs, hôteliers, magasins de sport ont réussi au final à rester sur une bonne saison. Il y a eu une bonne satisfaction aussi bien de la part de nos commerçants que des visiteurs. Bonne nouvelle. Mais Alexis Barrois, pourquoi ce qui est vrai pour Isola, on vient d'entendre la mer, n'est pas vrai pour Valberg? Je m'explique, il y a une équation économique qui semble incontournable. Quand vous avez des coûts de structure qui sont supérieurs et de loin aux maigres recettes, si vous continuez à être ouvert, vous creusez votre déficit. Valberg ne peut pas s'exempter de ce genre de calcul économique non plus. Oui, alors bien sûr, après c'est aussi tout ce qui est autour de la station. Nous avons justement attiré sur du 4 saisons, donc on arrive à ne pas dépendre que des remontées mécaniques. Et pour nous, la satisfaction aussi des visiteurs qui sachent qu'ils puissent venir sur Valberg tant qu'il y a de la neige, c'est important. Et puis, donc voilà. Est-ce que vous ne craignez pas du coup qu'il y ait trop de monde? Parce que ça va peut-être favoriser le tourisme et l'afflux de personnes sur la station. Le fait de savoir que les enfants, s'ils sont licenciés dans un club, eh bien, ils pourront faire du ski. Oui, mais justement, c'est encore une fois la diversification des activités qui nous permet de savoir qu'on peut dispatcher par exemple, au niveau du golf, nous avons les pistes de luge qui sont sécurisées, damées. Donc c'est en dehors du cœur de station. Nous avons aussi créé des pistes de luge au niveau des têtes, en bas, au niveau de l'entrée de la station. Nous avons aussi les pistes de ski de fond qui marchent très bien au niveau de Beuil-les-Launes. Donc nous avons aussi plusieurs et tout ce qui est aussi ski de rando, donc qui sont éparpillés sur différents endroits, qui permettent de pas tout concentrer sur le front de neige et à ce moment-là de pas avoir de problème de surfréquentation sur certains lieux. Et du coup, vous envisagez une date quand même butoir ou pour l'instant elle n'est pas déterminée? On sait qu'a priori c'est courant du mois d'avril. C'est ça, exactement. Il n'y a pas une date déterminée, mais oui, on part sur cette estimation-là. Voilà, en fonction bien sûr de la neige. Qui est toujours présente. Merci beaucoup en tout cas Alexis Barrois, directeur du pôle tourisme à Valberg, qui sera donc ce week-end la dernière station des Alpes-Maritimes ouverte, en tout cas pour son domaine skiable. Eric, Nous avons de la neige aussi qui est prévue dès jeudi.
Donc, Bon, il va retomber de la neige, donc écoutez, on vous souhaite de bien en profiter, et donc on n'a pas peur d'accueillir les visiteurs, puisque l'offre d'activités est quand même assez large. C'est une piste à explorer pour toutes les stations du pays d'ailleurs, savoir se diversifier pour ne pas dépendre des remontées mécaniques. Oui, c'est bien vu. Alors peut-être que Valberg sera la seule station excédentaire financièrement. On verra au moment des résultats des comptes d'exploitation, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que cette station reste ouverte, avec le risque quand même que vous soulignez à juste titre à mon avis, c'est que si tout est fermé à partir de dimanche, il peut y avoir un afflux massif à Valberg, qui est quand même qu'à 80 km de Nice, voilà. Et ça, au niveau du protocole sanitaire ou même de l'encombrement de la belle place de Valberg, ça peut entraîner quelques soucis. Voilà. Et puis on le verra tout à l'heure, mais il y a le risque de reconfinement général du pays aussi, qui peut venir changer la donne. En attendant, direction Marseille. Notre-Dame de la Garde, vous connaissez, Eric, bien forcément, sûr. Et l'une des conséquences inattendues de ce Covid-19, c'est que l'édifice connaît des difficultés financières, et la Bonne Mère aimerait bien un renouveau pour cette année 2021. Rares étaient les visiteurs à affronter le Mistral ce matin. À Marseille, sur le parking de Notre-Dame de la Garde, pour ce Marseillais, c'est la surprise. D'abord, je suis venu avec des amis, parce que moi j'habite Marseille. Et on voulait mettre un cierge à Notre-Dame de la Garde parce que c'est une tradition aussi. Mais malheureusement, la basilique était fermée. Une fermeture qui a débuté il y a 1 an jour pour jour lors du premier confinement. Et les conséquences ne sont pas moindres. Les plus de 2 millions de visiteurs annuels manquent à la Bonne Mère. Nous estimons la perte des visiteurs à entre 60 et 70% de moins entre 2019 et 2020. Nous avons perdu l'année dernière 50% de nos recettes et notre prévisionnel est basé sur ce chiffre, oui. Nous perdons 1 700 € par jour. Moins de touristes, c'est aussi moins d'entrées d'argent pour la basilique qui vit essentiellement de dons. Une situation économique désastreuse qui pourtant fait souffler un vent nouveau. Si on pouvait mettre des guillemets, peut-être ce serait mieux en disant l'aspect positif. En tout cas, l'opportunité qui s'offre, c'est que ce sanctuaire est d'abord un lieu pour les Marseillais. Et donc, c'est l'occasion pour eux et pour tous ceux qui habitent dans la région et peut-être dans notre pays au moment de vacances, s'ils peuvent descendre à Marseille, de retrouver ce sanctuaire, de le découvrir à nouveau, parce qu'en fait, comme on le voit de partout, effectivement, on croit connaître ce lieu. Et pour inciter les Marseillais à soutenir et à redécouvrir Notre-Dame de la Garde, le père Spinoza a eu l'idée de mettre en place des visites guidées gratuites. Les Marseillais viennent visiter la basilique de Notre-Dame de la Garde. Ils vont apprendre un certain nombre de choses qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de voir en temps normal. Donc dans la mesure où il y a moins de touristes, on peut prendre plus le temps de visiter sereinement le lieu. Tous les Marseillais sont donc invités chaque après-midi à venir se ressourcer sur ce site incontournable. Et pour faciliter son accès, des aménagements devraient voir le jour d'ici quelques mois. Voilà la Bonne Mère, Eric, qui perd 1 700 € par jour. Oui, 1 700 € par jour. Là, la question que je me posais, c'est que là, bon, vous avez une recette qui est assurée 1 700 € par jour sur une année, ça fait beaucoup d'argent, je n'ai pas calculé, mais ça veut dire aussi que l'entretien, par exemple, du bâtiment qui devait être supporté, j'imagine, par ces recettes quotidiennes, ne va pas l'être. Donc ça peut être très rapidement un souci, parce que dans un bâtiment comme celui-ci, qui est évidemment classé, il y a sans arrêt de la réfection, de la rénovation, du soutènement de murs. Donc sans recette, comment est-ce que tout ça va être financé, c'est une question. Alors peut-être on pourrait peut-être appeler un de ces jours Stéphane Bern pour lui dire tiens, intéresse-toi à la Bonne Mère, parce que le patrimoine, c'est pas seulement ailleurs, c'est aussi à Marseille. Et peut-être qu'ils vont avoir un problème de recettes d'ici quelques mois. Alors effectivement, et pour le loto du patrimoine, il y a des bâtiments qui ont été soutenus en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui étaient vraiment dans des états plus catastrophiques que Notre-Dame de la Garde, mais effectivement c'est quand même un symbole national, pas uniquement marseillais. Avant de parler de choses un peu moins réjouissantes, est-ce que le pays va être reconfiné? Est-ce que notre région entière va être confinée les week-ends et peut-être même la semaine? Ce sera le débat que nous aurons avec Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Un petit peu de sourire dans les EHPAD. Forcément, les résidents sont désormais quasiment tous vaccinés et ils peuvent retrouver un semblant de vie normale. Illustration à Villeneuve-Loubet avec ce reportage de Claudia Olivier.
Christiane et Marcel, originaires de Beauvais, ont fait plus de 10 heures de route pour venir voir leurs parents, résidant dans cette EHPAD de Villeneuve-Loubet. Ici, 90% des pensionnaires ont été vaccinés, une situation qui rassure les résidents, mais également les familles. On espère qu'à terme, quand nous le serons, on pourra se voir et puis s'embrasser surtout, parce que ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas pu leur faire la bise, ni déjeuner avec eux comme il est possible ici. Pour Marie-Annette, confinée depuis près d'1 an, c'est un vrai soulagement d'avoir la possibilité de sortir pour prendre une bouffée d'oxygène. Avant, on ne pouvait pas sortir, on était vraiment confinés. Maintenant, on peut sortir un petit peu, pas trop loin, faire un petit tour avec la voiture, hein, mais on ne s'arrête pas, c'est-à-dire on ne va pas visiter tout ça. Non. On fait un petit tour, on respire. Sur une 50aine de soignants, la moitié ont été vaccinés. C'est un vrai travail de cohésion mis en place depuis plus d'1 an pour que les résidents ne se sentent pas abandonnés. La directrice et son équipe ont mis en place de nouvelles activités. On a demandé donc à tout le personnel de mettre un peu la main à la pâte et on a donc créé ce magnifique poulailler et on va faire en fait des petits grillages qui permettra à chaque résident de pouvoir passer et d'aller ramasser les œufs le matin. Reprise de contact avec la famille, animation, sortie autorisée. Pour le docteur Toati, les résidents des EHPAD ont été les premiers touchés. 1 an après, la vie commence à reprendre son cours. Des personnes fragiles sont surtout dans les EHPAD. Il fallait donc les isoler. Avec le vaccin, l'isolement, on a moins de barrières. Donc maintenant, ils sont protégés. C'est pour ça que je vous disais que la vie, elle reprendra dans les EHPAD. La vie a repris dans les EHPAD. Malgré l'assouplissement des mesures, les campagnes de dépistage se poursuivent auprès des résidents, mais également des professionnels de santé et des visiteurs réguliers. Voilà, dans les EHPAD, forcément, on peut recommencer, en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. À vivre un peu plus normalement, parce que les gens sont beaucoup plus vaccinés. Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, on voit bien que la vaccination commence à délivrer son effet positif, notamment chez les personnes les plus âgées, les plus fragiles. Donc ça, c'est vrai, vous avez parlé d'un sujet sourire. J'aime beaucoup cette dame qu'on voit à l'écran, là, qui nous explique que dorénavant, elle peut sortir de nouveau sourire, alors de nouveau sortir, alors pas pour faire des courses, mais voilà, on sent que c'est important et on s'en doutait évidemment d'avoir cette impression de nouvelle liberté. C'est l'heure d'accueillir Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonsoir Denis, merci d'être avec nous comme tous les mardis soirs. Je vais céder la parole à Eric parce que c'est l'heure de son édito. Ça a un lien direct avec ce dont nous allons parler, c'est-à-dire d'abord les déclarations de Renaud Muselier sur ce qui attend la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis peut-être le risque plus général de reconfinement. Eric, vous avez choisi de nous parler du pari d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Oui, alors j'espère que Denis Caro ne va pas être trop sévère avec mon édito, le directeur de la rédaction de Nice Matin. Oui, je voulais vous parler de ce pari d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez sans doute de sa formule. Il avait dit vouloir passer par un trou de souris pour éviter le reconfinement, pour sauver aussi l'économie, en faisant le pari que la vaccination contrecarrerait le galop de l'épidémie. On peut dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec cette progression de l'épidémie, le trou de souris s'est métamorphosé en chat de l'aiguille, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de place. Le manque de doses, l'affaire AstraZeneca, un virus anglais, on le sait, exponentiel. Résultat, le pari présidentiel risque d'être perdu. Perdu peut-être sur les 2 tableaux, celui d'une économie de nouveau reconfinée, tout ou en partie, et celui évidemment de la santé avec une saturation des hôpitaux. Si vous parlez par exemple de l'Île-de-France, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est 12 millions de personnes, c'est un PIB qui représente 31% de la richesse créée chaque année en France, c'est 645 milliards d'euros. Vous imaginez s'il y a un reconfinement qui est annoncé dans l'Île-de-France, ce serait évidemment un cataclysme pour l'économie française qui pourrait de nouveau basculer dans la récession. Alors on parle de reconfinement et vous l'avez dit, Renaud Muselier a fait cette déclaration ce matin en disant que peut-être on était guetté par un nouveau reconfinement. Et alors ce qui est très bizarre dans ce flot d'annonces, c'est qu'en même temps, vous l'avez peut-être vu, un protocole a été signé pour éventuellement, prochainement, rouvrir les restaurants et les bars. Alors un protocole qui est en tout cas sur la table du gouvernement, qui s'échelonnerait sur 8 semaines, mais au moment où on parle de reconfiner peut-être certaines régions,
eh bien, on nous parle peut-être d'une réouverture potentielle, sans date, des restaurants et des bars. Il y a un conseil de défense demain matin, peut-être des décisions qui seront prises, mais oui, le pari présidentiel d'éviter à la fois le reconfinement et de sauver l'économie est peut-être en train d'être perdu par Emmanuel Macron. Denis, avant de parler des déclarations du président de la région, peut-être un commentaire sur ce que vient de dire Éric. Est-ce que vous aussi, si vous aviez à signer un édito sur le sujet, vous diriez que le pari est en passe d'être perdu ? On peut difficilement dire autre chose. Ce pari du trou de souris, il était osé. Quand Emmanuel Macron l'a fait à la surprise générale, parce que tout le monde s'attendait à des décisions drastiques et à un reconfinement, ça a satisfait et soulagé une grande partie de la population qui n'était pas prête du tout à la perspective de ce nouveau confinement. Force est de constater aujourd'hui que ce pari est en passe d'être perdu. Il faut dire qu'on n'a pas été aidé, et notamment, et ça joue énormément, ce qui est en train de se passer autour du vaccin AstraZeneca a énormément d'importance, parce que le pari d'Emmanuel Macron, c'était que la stratégie vaccinale s'accélérerait. On l'a vu sur une petite période, ça a été le cas, mais cette stratégie vaccinale, aujourd'hui, elle marque le pas. Alors on va voir ce qui se passe jeudi, au moment où l'Europe prendra sa décision concernant le vaccin. Mais d'une part, ça ralentit la campagne de vaccination et ça sème le doute dans l'esprit des Français qui au départ étaient plutôt réticents, ont ensuite eu envie de se faire vacciner rapidement et qui seront beaucoup moins enclins dans les jours qui viennent à se précipiter pour se faire vacciner. Oui, vous avez raison, Denis, ça jette le doute et je dirais même que ça crée des angoisses, parce qu'on sait qu'il y a 1,5 million de personnes qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca. On sait qu'il en faut 2 à 12 semaines d'intervalle, mais imaginons, ça sera sans doute évidemment pas le cas, mais imaginons que l'AstraZeneca n'est pas un feu vert de l'Agence européenne de médicaments. Que vont devenir les personnes qui ont reçu une première dose ? On est en train d'expliquer qu'ils pourraient peut-être être vaccinés par un autre vaccin, mais vous imaginez la confusion et la source d'angoisse que ça représenterait. C'est un gâchis, c'est à la fois un gâchis énorme et effectivement une source d'inquiétude, voire d'angoisse. Alors, je pense que là, on applique le principe de précaution au maximum, puisqu'il est fait état pour le moment de quelques dizaines de cas sur des millions de doses de vaccins, mais ce doute, il est là aujourd'hui, et si la situation n'évolue pas, en tout cas dans le bon sens, dans les jours qui viennent, les inquiétudes que vous venez d'exposer risquent fort de se concrétiser. Alors je voudrais qu'on revienne un instant sur les déclarations ce matin du président de la région Sud, Renaud Muselier, au micro de France Bleu Azur. Il indique qu'il pense, lui, que toute notre région va basculer sous le régime du confinement le week-end et peut-être même en semaine. Alors, est-ce que vous en savez un peu plus ? Est-ce que c'est une impression livrée par Renaud Muselier ou est-ce qu'il y a de vraies informations derrière qu'aurait révélé donc le président de la région ? Je ne pense pas qu'il y ait à ce stade de vraies informations et d'ailleurs, et pour faire référence à nouveau à ce que disait Éric, quand il a décidé de passer dans ce trou de souris, Emmanuel Macron a surpris son monde et ce n'était pas du tout les décisions qui étaient dans les tuyaux et qui circulaient depuis quelques jours dans les allées du pouvoir et les couloirs des ministères. Je ne pense pas que Renaud Muselier ait des informations, en tout cas, en revanche, il a une intuition. Et il a plutôt d'ailleurs de bonnes intuitions d'habitude, Renaud Muselier. Il voit bien ce qui est en train de se passer. Ce qui est déterminant, c'est les décisions qui seront prises autour de l'Île-de-France. Si l'Île-de-France est reconfinée d'une manière ou d'une autre, c'est la France qui est reconfinée. C'est 20% de la population. C'est le poumon économique de la France. Donc on voit bien que la situation est critique aujourd'hui en Île-de-France et que c'est ce qui va déterminer la suite. Oui, alors je voudrais juste donner une petite information. Je ne sais pas si c'est un indice, mais Renaud Muselier est à Bruxelles aujourd'hui et il sera demain à Paris, justement. Alors est-ce qu'il aura à cette occasion des entretiens au plus haut niveau sur la question qui nous occupe ce soir? On verra bien, mais en tout cas, le président de la région Sud est à Paris demain, Denis, vous le savez sans doute. Oui, et au-delà des déclarations de Renaud Muselier sur France Bleu Azur, il y a celle de Christian Estrosi qui n'est pas optimiste du tout et qui explique qu'il ne voit pas comment le gouvernement
pourrait ne pas prendre des décisions drastiques. Donc on voit assez clairement la tendance, mais encore une fois, attendons les annonces qui pourraient être faites par Emmanuel Macron. Il a pris l'habitude de nous surprendre. Merci beaucoup, Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Évidemment, demain, dossier dans le journal à retrouver dans vos différentes éditions. Merci et à la semaine prochaine. Tout ça pour vous dire aussi que les taux d'incidence baissent encore un peu dans les Alpes-Maritimes, lentement mais sûrement, ainsi que dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Ce n'est plus le premier département, puisque la Seine-Saint-Denis est passée devant. Néanmoins, les hospitalisations restent très préoccupantes. Donc autant dire que si la tension hospitalière est au maximum, ça peut présager effectivement d'un nouveau tour de vis pour accélérer le mouvement. Renaud Muselier qui évoquait la possibilité d'étendre à toute la région les mesures appliquées dans les Alpes-Maritimes. Yann Tel-Criado fait donc le point sur la situation sanitaire dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille. Les semaines passent, mais aucun signe d'amélioration. Les chiffres des hospitalisations liées à la Covid-19 sont toujours très élevés à Marseille. Ce mardi, on enregistre 261 patients Covid à l'AP-HM, dont 74 en réanimation. C'est seulement 34 de moins que lors du pic du 9 novembre dernier, au moment du reconfinement. Pour le professeur Nicolas, directeur médical de crise à l'AP-HM, la circulation virale toujours très élevée est inquiétante, mais pas de vent de panique. En revanche, il soulève l'épuisement du personnel médical en première ligne depuis maintenant 1 an. Voilà à peu près 5 à 6 semaines complètes qu'on est sur un plateau avec une circulation virale qui est toujours très élevée. Le taux d'alerte, il faut le rappeler, est à 200 pour 100 000 habitants, donc on est à 1,5 fois le taux d'alerte. Les personnels sont épuisés. Et notre point de fragilité, on va dire, sur cette vague, ça va être la ressource humaine, avec la possibilité qui sera offerte ou pas au personnel de pouvoir se reposer, de pouvoir récupérer. L'ARS s'est engagée à renforcer les équipes médicales. Quand et comment ? Pas de réponse à ces questions pour le moment. Une chose est sûre, la situation montre que les mesures prises par le gouvernement ces derniers mois ne fonctionnent pas. Couvre-feu, confinement partiel, aucune d'elles n'a fait chuter les hospitalisations. Globalement, le confinement du mois de novembre, on va dire qu'il avait de confinement le nom, mais ce n'était pas un vrai confinement. Le couvre-feu, il faut croire que ce n'est pas suffisant, à l'évidence. Faut-il alors revenir au confinement les week-ends, voire toute la semaine ? C'est en tout cas une possibilité avancée par le président de région. Renaud Muselier a annoncé que le gouvernement pourrait étendre les mesures prises dans les Alpes-Maritimes à l'ensemble de la région PACA. Dans la mesure où effectivement vous isolez les personnes, vous allez forcément arrêter ou en tout cas limiter très fortement la dissémination du virus. Je crois qu'il faut aussi jouer avec l'effet vaccin. Et quand la pression vaccinale sera suffisamment forte, bien entendu, la circulation du virus, elle diminuera. Toutefois, selon les prévisions de Santé publique France, un pic serait attendu en réanimation au mois d'avril. Pas impossible pour le professeur Nicolas. C'est possible surtout du fait que nous avons une circulation du virus qui ne décroche pas et du fait que les réanimations sont saturées. Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce mercredi. Jean Castex pourrait s'exprimer dès le lendemain. Face à la saturation des hôpitaux, les transferts continuent. En région PACA, une vingtaine de patients Covid va être transférés vers l'Occitanie. Voilà, des transferts, il y en a eu 3 depuis les Alpes-Maritimes en ce mardi. Alors, l'indicateur qui est ce qu'il est, mais c'est les rendez-vous pris avec les Français par Emmanuel Macron. On en parlait avant cette émission. Si il prévoit de s'adresser à la nation, on peut s'attendre dans les jours qui viennent à basculer vers un reconfinement. Oui, je pense que si on devait rebasculer vers un nouveau confinement, c'est le président de la République qui prendrait la parole. Si c'est plutôt Jean Castex qui, à la suite du Conseil de défense de demain matin, prend la parole jeudi, peut-être que les mesures seront plus légères. Mais au-delà de l'aspect évidemment économique qu'on aborde souvent, le prix d'un confinement, il y a aussi, il ne faut jamais le négliger, l'aspect psychologique, psychique, j'allais dire même
presque psychiatrique, et donc l'acceptabilité des Français à ce nouveau confinement. C'est un vrai sujet qu'avait pris en compte, je pense, le chef de l'État lorsqu'il a décidé de tenter de passer dans le trou de souris qui est devenu le chat de l'aiguille, à mon sens, aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra l'éviter? Parce que ces effets psychologiques, psychiques, sont extrêmement importants, et on le voit dans d'autres pays, parce qu'on a assisté aussi parfois à des débuts d'émeutes ou de contestations dans la rue. L'acceptabilité après un an de contraintes, elle se réduit forcément, peut-être pas comme peau de chagrin, mais en tout cas elle se réduit et devient une vraie question pour ceux qui nous gouvernent. Autre question à laquelle nous n'avons pas la réponse, je vous le dis tout de suite, les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive, plus connue sous le nom de BPCO, ne sont pas prioritaires à la vaccination. Pourtant, les symptômes de leur maladie sont des symptômes respiratoires, et pour les associations et les malades, eh bien, il y a là une forme d'incompréhension qui pourrait même, vous allez entendre dans ce reportage, expliquer les chiffres de mortalité liés à la Covid-19. Reportage dans le Var de Thomas Bernabé. Les malades atteints de BPCO, grand oublié en période de Covid. La bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie pulmonaire grave qui obstrue les bronches. La conséquence pour les patients des stades les plus avancés, le fait de vivre avec un respirateur. Si cette maladie touche le système respiratoire, les malades ne sont pourtant pas le public prioritaire en cette période de crise sanitaire. On oublie qu'une pandémie respiratoire, ça touche avant tout le poumon. Les dégâts se font sur le poumon et ensuite par rebond, bien sûr, sur des organes qui peuvent être défaillants, que ce soit le cœur ou les reins, mais la priorité, c'est le poumon. Et les BPCO sont écartés de toute façon de l'espace sanitaire depuis au moins 30 ou 40 ans. Et qui plus est, quand on est face à une pandémie virale aiguë auquel on doit faire face, physiquement, derrière, c'est une catastrophe. En effet, alors que la Haute Autorité de Santé souligne l'importance d'un suivi renforcé pour ces personnes atteintes de BPCO, la réalité du terrain est tout autre. Pour les vaccins par exemple, les malades ne peuvent pas être vaccinés de façon prioritaire. Une autre problématique, c'est le diagnostic de cette maladie. En France, 4 millions de personnes seraient atteintes de cette pathologie, mais seulement 1 million est diagnostiqué. Pour Philippe Poncet, président de la Fédération nationale des patients BPCO, ce problème de diagnostic pourrait même expliquer les chiffres de mortalité imputés à la Covid-19. Aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher loin quand on a autant de personnes décimées dans la population, parce qu'à travers ces 3 millions qui sont mal identifiés, ou mal diagnostiqués ou pas diagnostiqués du tout, c'est là où l'hécatombe se fait, parce qu'eux n'ont jamais été mis en sécurité, jamais été informés de ce qu'ils ont. Et si on prenait le ratio, je dirais, de sévérité qui touche les BPCO au moment du diagnostic, et ce qui se fait généralement malheureusement après une arrivée aux urgences, il est près de 70% de personnes sévères. 70% de personnes sévères sur 3 millions, ça fait plus de 2 millions de personnes qui sont au stade sévère. Ce sont des gens prioritaires qui tombent prioritairement face à la Covid. C'est indéniable. Si les personnes atteintes de BPCO se battent depuis de nombreuses années pour une meilleure reconnaissance de leur pathologie, leur demande reste toujours sans réponse. Alors évidemment, on va essayer d'aller plus loin, d'avoir des réponses. Oui, parce qu'on se demande pourquoi une population fragile et à risque comme celle-là n'est pas prioritaire pour être vaccinée contre une maladie qui, a priori, touche justement, comme le disait ce monsieur, les poumons. Oui, et 4 millions de personnes suspectées. Il y a 1 million de cas officiels, mais 4 millions de personnes suspectées, avec donc ce ratio qui est assez impressionnant. Avant de passer aux bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même une dernier focus sur ce qui s'est passé dans cette EHPAD de Toulon, où la maladie d'Alzheimer a fait des ravages, parce qu'un patient âgé de plus de 80 ans en a étranglé un autre qui n'a pas pu être ramené à la vie. Marion Colangelo était sur place et fait le point pour nous ce soir. Ça s'est passé juste derrière moi dans la soirée d'hier soir aux alentours de 23h. Un drame a eu lieu dans cette maison de retraite de Toulon où un octogénaire aurait étranglé un autre pensionnaire de l'établissement. La victime, âgée de 77 ans, n'a pas survécu à ses blessures. La police s'est rendue sur les lieux dans la soirée pour faire la lumière sur les faits. Le meurtrier présumé a été conduit à l'hôpital après les faits. Étant atteint de la maladie d'Alzheimer, son état n'a pas été jugé compatible avec un placement en garde à vue. Selon nos confrères de France Bleu, des incidents s'étaient déjà déroulés dans la matinée avec l'agresseur. En effet, 3 altercations avec des pensionnaires ont eu lieu durant la journée. L'une des 3 victimes a d'ailleurs été prise en charge par les pompiers lorsqu'elle s'est retrouvée coincée sous son lit après que l'agresseur l'eut renversée.
Il s'agissait des tout premiers comportements violents du meurtrier présumé qui avait déjà cependant affiché des signes de délire de persécution, selon le parquet de Toulon, cité par nos confrères. Voilà, une histoire dramatique avec les ravages de cette maladie. Et donc, évidemment, ces événements qui font l'objet d'une enquête de police. Non, je croyais que vous vouliez... Non, c'est un fait divers, malheureusement, dramatique. On en vient maintenant aux bonnes nouvelles. Il nous reste 10 minutes dans ce grand direct. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans notre région, puisque nous allons parler commerce extérieur. Alors, on peut peut-être rappeler une chose, Eric, avant d'accueillir notre invité Jean-Jacques Bréban, qui est président du Conseil interprofessionnel des vins de Provence. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, avaient été assez durs avec nous en imposant des taxes qui viennent se rajouter à la crise de la Covid-19. On pouvait être donc très pessimiste pour le secteur de la viticulture. Et on va le voir, non, le rosé. Oui, c'est ce qu'on appelle des barrières tarifaires. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, avait tapé fort, notamment sur les vins français. L'administration Biden assurant qu'elle allait alléger ces taxes. Mais c'est vrai, vous avez raison, Nicolas. Dès l'instant où le prix d'un bien s'envole, par définition, il est moins consommé parce qu'il rentre en concurrence avec d'autres produits équivalents. Alors, évidemment, il n'y a pas d'équivalent à nos rosés de Provence. Ça, je comprends bien qu'ils sont uniques, mais c'était un vrai sujet. Et la bonne nouvelle, et l'année porte bien son nom, c'est que 2020 a été une bonne année pour le vin rosé. Pour le vin rosé, voilà, parce qu'on va le voir. Bonsoir Jean-Jacques Bréban, je le disais, vous présidez donc ce conseil interprofessionnel qui regroupe 600 cavistes professionnels dans le Var et dans les appellations contrôlées du vin. Plus 6% à l'exportation. Dans une année 2020 cataclysmique pour l'économie, on peut dire que c'est une belle performance, d'autant que, par exemple, les grands vins rouges français d'autres régions n'ont pas connu le même sort. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous le signaliez tout à l'heure, notre premier marché étant les États-Unis, lorsque les taxes nous sont tombées, c'était un grand coup de massue. Mais là, il y a eu aussi les entreprises qui ont réagi rapidement, puisque, vous le savez, une augmentation trop importante fait baisser la consommation, et que ce soit les metteurs en marché, les producteurs, les importateurs, tout le monde a serré un petit peu la vis, de façon à pouvoir non pas absorber les 25% de taxes, mais une partie pour être encore présent sur ce marché des États-Unis. Alors justement, j'allais vous demander quelle était la recette, parce que finalement, ça paraît quand même un pari difficile à la base. Vous dites que donc tout le monde a fait des efforts, a revu un petit peu ses marges pour rester concurrentiel. Tout à fait, et ça c'est quand même très encourageant dans notre région, c'est de voir que même si nous sommes concurrents sur le marché, nous savons prendre nos responsabilités, et je le dis encore avec la production, puisque c'est à la production qu'on fait le vin, les metteurs en marché, que sont les négociants régionaux, et puis nos distributeurs aussi américains, qui ont dit ce marché on ne peut pas le perdre, donc on a fait tous des efforts pour y être, et je crois que ça a payé, même si nous avons quand même perdu quelques parts de marché, qui sont dues aussi, il faut le dire, au Covid aux États-Unis où les bars et tous les restaurants étaient fermés. Alors, Jean-Jacques Bréban, je le disais tout à l'heure, le rosé de Provence, il est sans doute unique, mais quels sont vos concurrents, vos principaux concurrents sur un marché comme le marché américain, qui est un marché où les vins d'exportation et parfois même les alcools d'exportation se portent bien. Quels sont vos concurrents ? Bien sûr, d'abord, notre premier concurrent, nous l'oublions pas, ce sont les vins américains. Nous n'oublions pas que l'Amérique est un producteur aussi de vin, et que ces gens-là, bien évidemment, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait des taxes, les vins américains, notamment les vins rosés américains, qui n'ont rien à voir avec les nôtres, mais ont repris part un peu sur le marché, parce qu'ils étaient moins chers, et parce que cette notion de rosé est quand même très importante. Ce sont des vins de Californie, de la Napa Valley, ce sont des vins qui viennient de cette région-là, des États-Unis ? Tout à fait, ce sont ces vins-là, alors qui sont souvent des vins légèrement sucrés, puisque c'était un peu ce qu'on appelait les infandels et autres, qui étaient des vins un peu sucrés, mais c'est vrai qu'ils ont repris un peu pied lorsque nous sommes arrivés trop chers sur ce marché-là. Est-ce que du coup, n'oublions pas, on le dit, nos amis italiens, parce que nos amis italiens n'ont pas eu la taxe de 25%, ils n'étaient pas dans le coup. Et bien, comme tout Italien est très opportuniste, ils ont fait des rosés qui n'ont rien à voir peut-être avec nos rosés de Provence, mais des rosés, et déjà qui sont très bien implantés aux États-Unis, ils nous ont pris quelques places.
Est-ce que ça veut dire que les domaines de notre région sont en bonne santé financière après cette année ou pas? Parce qu'il y a aussi le marché intérieur qui est un marché important pour vous. Alors ça, je dis rien sur les domaines que je connais bien sûr. Il y a 3 marchés. Il y a le marché export, qui quand même s'est bien porté, malgré la taxe, et puis malgré d'autres pays. Nous avons fait quand même une progression importante, je veux dire en Angleterre, où là aussi on nous disait le Brexit va tout arrêter, c'est faux, on a continué. Les pays nordiques, les Pays-Bas, l'Allemagne ont fonctionné, donc l'export a quand même bien fonctionné. Deuxième marché, la grande distribution aussi. Eh bien, la grande distribution n'a pas été fermée. Ce sont des rayons vins dans lesquels nous sommes bien implantés. Eh bien, là aussi, nous avons fait donc des performances intéressantes puisqu'on a fait de la progression. Quant au domaine dont les clients étaient la restauration, eh bien, c'est sûr que ceux-là ont beaucoup souffert et souffrent encore, puisque leurs premiers clients sont fermés et d'ailleurs, on ne sait pas à quelle date ils vont ouvrir. Donc c'est vrai qu'il y a sûrement des domaines et des gens qui ont été axés sur la restauration qui souffrent aujourd'hui. Oui, Jean-Jacques Bréban, bon, évidemment, le confinement a eu un effet sur la consommation d'alcool, on le sait, et sur des vins légers et fruités comme le rosé, qui ne sont pas des vins tanniques. Je vais vous poser une question sur la Chine. On sait qu'il y a un vignoble important qui se développe en Chine. Souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui viennent apprendre l'œnologie en France et qui ensuite, avec des cépages, vont planter en Chine. Est-ce qu'il y a des concurrents chinois qui pointent leur nez ou bien c'est un fantasme total ? Alors d'abord, des plantations en Chine, ce n'est pas un fantasme, puisque j'ai eu l'occasion, il y a 5 ans, avec mes amis du syndicat des Côtes de Provence, de faire un voyage en Chine et nous avons vu des plantations qui allaient de 100 000 hectares dans le désert de Gobi. Donc nous avons bien vu ces plantations énormes. Nous avons vu aussi des outils de production. Mais aujourd'hui, le marché chinois est quand même complètement sur le vin rouge. Ils ne sont pas encore au vin rosé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous devons faire des efforts. Mais cela demandera du temps. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas nos concurrents. Merci beaucoup en tout cas Jean-Jacques Bréban, président du Conseil interprofessionnel des vins de Provence. Je rappelle qu'évidemment le vin, comme tous les alcools, se consomme avec modération. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Pour terminer, retour dans les Alpes-Maritimes et sur la Côte d'Azur avec le département des Alpes-Maritimes justement qui agit dans les collèges et les collèges, parce que c'est là où leurs compétences s'exercent, pour initier les jeunes aux nouvelles technologies, et ce que l'on appelle des Fab Labs sont en train de pousser. Illustration à Mandelieu avec ce reportage d'Alexis Ricard au collège Les Mimosas. Le collège des Mimosas à Mandelieu-la-Napoule se dote d'un Fab Lab, un espace de créativité mais aussi de fabrication où les élèves imaginent, conçoivent et donnent vie à différents projets. Par exemple, à l'extérieur, les collégiens ont imaginé un ensemble de mobilier composé de bancs notamment. Un ambitieux projet basé sur les envies et les observations des élèves. Ce qu'on voulait, ce qui manquait, par exemple, il manquait de couleurs. C'était tout le temps avec des angles, donc pas rond, et il manquait de végétation aussi. Tout là, c'est de l'espace gaspillé, je trouve, donc on a décidé de mettre des choses pour occuper l'espace et de mettre des abeilles pour l'environnement. Pour concrétiser un tel projet, des étudiants du lycée Léonard de Vinci d'Antibes amènent leur expertise afin de valider un cahier des charges et lancer la fabrication. 15 éléments sont prévus d'ici 3 ans. Oui, il y a plusieurs étapes. On a commencé par l'analyse, analyser tout le projet, les demandes, les cahiers des charges, la recherche. Donc faire plein de différents projets selon la demande. Et en fait, c'était plein d'aspects différents. Et ensuite, pour avoir le projet final, et du coup là on est vraiment rendu, ça fait comme 6 mois qu'on est dessus, sur ce qui est budgétisation, la faisabilité, les matériaux et comment ça va se produire par rapport aux artisans qu'on va contacter aussi. Les collégiens développent ainsi des compétences scolaires, mais pas seulement. À leur disposition, différents outils, des ordinateurs aux logiciels de modélisation jusqu'aux imprimantes 3D. On a travaillé sur la communication visuelle, sur l'architecture. Ils vont étudier les matériaux, donc il y a aussi les sciences physiques qui rentrent en ligne de compte. Quand on fait un projet architectural et une planche architecturale, on en vient aussi à rédiger du texte. Donc il y a aussi finalement toute la partie maîtrise de la langue française qui entre en jeu. Et puis le fait de savoir faire passer ses idées.
Le Fab Lab est un espace ouvert à tous. De nombreux projets vont suivre. C'est les premiers, là vous en avez vu quelques-uns effectivement. Le projet Culture Design pour la cour du collège, le projet de la ruche connectée. Mais il y a déjà plein de beaux projets qui sont dans les têtes. Je pense à celui qui devrait, avec notre drone là, qui a été financé dernièrement par le conseil départemental, filmer toute la vallée de la Siagne et en faire la géographie et un petit peu expliquer de façon pédagogique aux habitants et surtout aux élèves de ces quartiers un petit peu comment ça se passe au niveau justement des grandes crues, au niveau des problèmes qu'il y a pu avoir par le passé. Partie intégrante du plan Green Deal du département, un premier Fab Lab avait déjà vu le jour au collège Berton à Antibes en 2019. Voilà, le collège Berton, où nous irons pour la réalisation d'un reportage dans le cadre de votre émission, Eric, Azuria. Oui, Azuria, Azure Intelligence Artificielle, qui le 26 mars prochain sera consacré justement au Smart Deal dans l'éducation, c'est-à-dire toutes ces applications digitales qui permettent au quotidien de changer la vie des maralpins. Et justement, ce numéro du 26 mars d'Azuria sera consacré au digital, au Smart Deal dans le milieu éducatif. Donc c'est une formidable entrée en matière. Merci. Eric, merci à tous, c'est la fin de ce grand direct. Merci évidemment à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Greg Favot, Fabrice Justo, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous donner rendez-vous demain 18h30 pour le grand direct sur les antennes d'Azur TV.